Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du Trail qu'on aime avec, comme d'habitude, notre équipe de chroniqueurs bien aimés. On a Louis Travaillot, le responsable des athlètes Europe chez NAC, mais aussi athlète. Nous avons Alexandre Viol aussi, athlète de très bon niveau et responsable de la Silas Matrix Academy. On a Théo Robin, le kiné de Cap Prévention et aussi coureur amateur. Et on a Nicolas Martin qui est bien sûr l'encyclopédie française du trail avec un palmarès long comme le bras. Comment ça va, Nico, aujourd'hui? Bah ça va pas mal. On s'est remis de cette semaine un petit peu longue et compliquée de l'UTMB, même si c'est super sympa. On fait beaucoup de choses, donc on rentre souvent fatigué. Et puis l'entraînement se passe bien, donc j'ai bon espoir de faire une bonne course dans les semaines à venir. Allez, on enchaîne directement. On prendra les nouvelles des autres chroniqueurs dans la suite. Je vous présente le programme du jour. Aujourd'hui, un programme très alléchant. Bien sûr, on va parler de la semaine UTMB, comme vous l'avez vu dans le titre. On va d'abord faire un tour de table pour que chacun parle de sa semaine UTMB à lui. Qu'est-ce qu'il a vécu? Quels ont été ses moments forts? Et on va bien sûr aussi vous livrer quelques coulisses sur l'événement. Et puis, en deuxième partie, on va plutôt parler des résultats des courses avec des analyses un petit peu poussées. Comme d'habitude, des petites pépites et puis des faits qui sont basés sur des chiffres et des vraies analyses. Avant de continuer, je vous rappelle bien sûr la ligne éditoriale de notre podcast, le trail qu'on aime. Franchement, tout est dans le titre. On parle des choses qui nous font plaisir. On est une petite équipe de passionnés avec un petit peu des compétences différentes chacun, mais ce qui nous rassemble, c'est vraiment la passion du trail. On fait ça un petit peu à la bonne franquette, pas trop de montage, le plus simple possible, mais on va quand même sur des vraies infos pour vous apporter des choses concrètes. Et bien sûr, on vous rappelle aussi que vous pouvez avoir accès à ce podcast en avant-première en soutenant sur le KissKissBankBank. Je remercie tous les contributeurs qui nous permettent un petit peu de faire de podcast et notamment de payer par exemple les frais pour la plateforme d'hébergement et aussi pour enregistrer. Et si vous nous soutenez, donc comme je vous l'ai dit, vous avez accès en avant-première 48 heures avant la publication sur toutes les plateformes. Et vous aussi, vous aurez parfois des invitations à venir participer avec nous, partager votre coup de cœur dans le podcast. Et vous avez aussi accès à la vidéo si vous voulez nous voir débattre en images sur YouTube. Et puis, bien sûr, si vous pouvez pas nous donner un petit coup de main, je vous invite à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et à aussi laisser un petit commentaire, ça soutient et ça fait plaisir. Donc, on fait un petit tour des actus perso après cette semaine UTMB. On va commencer par Alexandre. T'es où en ce moment? Comment ça va? Écoute, ça va nickel, bien reposé après cette folle semaine UTMB. Ma meilleure semaine UTMB depuis que je vais à l'UTMB, ça fait de nombreuses années. C'est d'ailleurs là qu'on s'était rencontrés, Mathieu. Je sais pas si tu te souviens, en 2016, il me semble, on avait couru la YCC ensemble. Et écoute, il s'en est fait du chemin depuis, mais je dois dire que vraiment cette semaine, ça a été la semaine où j'ai vraiment le plus profité avec les jeunes de l'académie. Ça s'est super bien passé. Voilà, donc bien reposé. Je suis actuellement à Chambéry. J'ai de la famille qui habite là-bas, et puis on se prépare tranquillement pour la deuxième partie de saison. Où personnellement, je vais courir sur les Templiers. Je dis pas la course pour pas que les d'autres personnes s'inscrivent et que je puisse avoir plus de chances de gagner. Et et sinon, on se projette sur la Skyrun avec l'académie. Voilà, la dernière édition de la Skyrun. J'ai bien hâte d'aller retrouver le Pays Basque. Et il me semble que la dernière fois qu'on s'est quitté pour la preview de l'UTMB, tu nous disais que tu allais préparer une course dans le Cantal. Comment ça s'est passé? Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de ça, je suis assez déçu. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de médiatisation sur ma performance. Heureusement que La Montagne, le journal local du Cantal, m'a fait une belle page. J'étais très content, ma mère était très contente aussi. Non, non, ça s'est très bien Magnifique. passé. J'ai remporté la course, une belle petite course de 76 kilomètres dans la douleur, mais c'était quand même très chouette à vivre. Une course à la maison, c'est toujours génial. Il y avait les proches, les amis, donc voilà, c'était top. Donc, vous voyez, les auditeurs, on a des coureurs de très bon niveau dans ce podcast. Théo Robin, comment ça va? Quelles sont les news perso? Eh ben, un peu dans le dur en ce début de semaine post-UTMB avec un Covid ramené de Chamonix. Donc là, ça subit un peu depuis 24-48 heures. Mais sinon, à Chamonix, ça s'est super bien passé. Du coup, j'étais aussi avec Alex et l'Académie Sidas Matrix. Donc c'était top. On a suivi quasiment toutes les courses sauf la PTL et la TDS. Mais sinon, on a pu suivre toutes les courses. Donc ça, c'était vraiment top. Très intense. Et puis, on a pu voir quelques athlètes, voir des amis. Donc une semaine quasi parfaite. Est-ce que Louis Travaillot se remet de sa semaine UTMB? Comment tu vas? Et bah ça va bien, je me remets, je suis rentré chez mes parents là parce que tellement j'avais besoin de souffler un peu après cette semaine. Mais c'était une grosse semaine professionnellement.
Sportivement, un peu moins. Je devais faire l'OCC, mais finalement, j'ai juste fait une demi-OCC. Mais c'est pas grave. Sinon, on est monté très, très haut. Et je pense que maintenant, faut essayer d'assumer un peu la redescente. Bon, Nicolas Martin nous a dit qu'il allait bien et qu'il préparait son retour. Est-ce que tu vas remettre un dossard avant les Templiers? Ouais, normalement, au moins un au Wilsh Trouble sur le 50 km dans une dizaine de jours. J'ai vu qu'il y avait Jonathan Albon d'inscrit, donc ça fera un bon test. J'ai vu qu'il y avait Damien Imbert aussi, donc vu qu'il a pas terminé sa CCC, c'est possible qu'il soit au départ. Et puis je serai sûrement sur la Skyrun, mais ça je sais pas encore si ce sera avec un dossard ou si ce sera juste pour faire la fête. Voilà. Et puis sinon les Templiers et les sensations à l'entraînement reviennent très proches de mes meilleures valeurs, donc voilà, physiologiquement ça va. Après, il faudra voir si le genou tient le kilométrage de ces courses un petit peu plus longues. Ça annonce du lourd. Maintenant, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. En tant que passionné trail, forcément, on était tous rassemblés à Chamonix. Donc, on va prendre la parole chacun notre tour pour un petit peu raconter nos missions, raconter ce qu'on a fait là-bas et nos moments marquants perso. Je propose à Louis de nous raconter un petit peu plus en détail comment ça s'est passé sa course et de nous expliquer ce qu'il a fait là-bas et peut-être un petit peu des petites coulisses du travail avec NAC sur l'UTMB. Ouais, ok, ça marche. Par rapport à... Ouais, je vais commencer par ma casquette que j'avais un peu sur cette semaine coureur. Du coup, moi, je devais courir l'OCC. Ça, c'est pas le récap de ma course. Il va être assez rapide et du coup, je vais pouvoir enchaîner sur le sujet directement après. Mais du coup, j'ai pris le départ de la course un peu fatigué même beaucoup fatigué par le boulot des jours précédents sur la semaine, par mon boulot avec NAC du coup. Au-delà de ça, je pense que comme Théo, j'ai sûrement j'étais malade en fait le jour de la course et là, peut-être que ça s'entend, mais j'ai peut-être ramené un Covid aussi, j'ai pas fait de test, mais j'ai serré peut-être beaucoup trop de mains et pris pas assez de prévention avant la course. Et au-delà de ça aussi, je pense qu'il y a sûrement... Trop fait de bisous jeudi soir, je pense. Ah, non, 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 arrête. Non, jeudi soir, c'était après la course. Ah oui. Euh, du coup, je pense que aussi j'ai pris un coup de chaud. J'ai cru que tu allais dire une bêtise, Alex, qu'il fallait pas. Du coup, c'est pour ça que j'essaie un peu de te couper la parole. En tout cas, je pense que j'ai pris aussi un coup de chaud dans la montée de la Giette parce que je suis arrivé à Trian, j'étais vraiment trempé, comme beaucoup, je pense. Mais après, dans la montée de BAM, je pouvais plus aligner deux pas et j'avais des vertiges. J'ai dû m'asseoir sur le côté. Enfin bref, c'était un peu délicat. Et du coup, je me suis traîné jusqu'à Balme, mais j'ai mis le clignotant à Balme. Il y avait aucun plaisir et plus aucune envie. Et Euh, pourtant, t'es arrivé quand même avec un petit peu d'ambition sur cette course. T'avais fait une belle prépa à Tignes. Est-ce que tu penses que cette prépa, elle était correcte ou ça t'a peut-être un peu fatigué de faire ce stage en altitude? T'as pris quoi comme précaution pour être sûr d'assimiler un petit peu cette altitude? En fait, je pense que ma prépa, elle a été très correcte et quand je regarde ce que j'ai fait, les chiffres, ils sont pas déconnants, c'est pas dans l'abus et c'est avec mon entraîneur, on a essayé vraiment de bien doser les choses. Mais en fait, c'est plus l'assimilation en fait qui a pas du tout eu lieu. Je suis redescendu de Tignes le lundi et en fait, initialement, j'avais prévu de me reposer vraiment, d'être quasi off niveau travail toute la semaine et juste de me poser à Combloux au calme et de récupérer jusqu'au dimanche soir, lundi, avant de commencer le boulot sur la semaine UTMB. Sauf qu'en fait, ce que j'ai pas calculé, c'est que avant la semaine de l'UTMB, c'était pas possible en fait d'avoir des jours off tellement il y avait de choses à préparer. Je pensais qu'on avait été prêt, qu'on avait pris du lead time sur pas mal de choses niveau boulot. Mais en fait, à l'approche d'une semaine pareille, il se passe jamais. Enfin, il y a toujours des choses à faire en dernière minute et on est toujours pris dans le rush. Et du coup, en fait, j'ai jamais eu le temps de réellement me poser. Le jeudi et le vendredi, j'avais pris des jours off, mais finalement, j'ai dû faire des allers-retours à Annecy pour le boulot, etc. Donc en fait, j'ai jamais eu le temps ouais, de réellement assimiler ce gros bloc à Tignes. Donc ce manque d'assimilation plus bah, cette période d'entraînement qui a été faite en altitude, ça a pas pardonné quoi. Et donc assemblé à ça les 3 jours sur place où je me suis couché, je me suis jamais couché avant 23 heures et j'ai piétiné toute la journée. C'était pas réellement compatible.
Donc voilà, pour résumer ça, moi j'ai senti vraiment que c'était Alex, toi aussi je pense que tu étais pas mal actif sur cette semaine, Théo aussi sûrement. Je pense que c'est impossible de vouloir avoir des ambitions sportives sur une des courses et de travailler en même temps. Je pense que le double projet pour un athlète, il est envisageable, mais sur cette semaine, il est pas envisageable en fait. Et donc voilà. À côté de ça, il y a des points qui peuvent être différents à relever. Par exemple, tu prends l'exemple d'un Ludo Pomeray. Euh, on peut dire que ça fait partie de son taf, mais lui, toute la semaine, il a été hallucinant parce que il a bougé partout, il était debout toute la journée. Il a fait toutes les activations possibles, toutes les soirées possibles. Ah, encore le jeudi soir, il était à la soirée Compress Sport, alors que le lendemain, il prenait le départ de l'UTMB. Certes, il n'est pas rentré tard, mais il était là. Et du coup, tu te dis quand même qu'il y en a. Ludo, je pense qu'il a aussi plus de pression et du coup, il a sûrement un détachement grâce à ça. Mais en tout cas, c'est quand même impressionnant quand même de voir qu'il y en a qui arrivent à bouger tous les jours et à quand même être performants pendant une course. Vas-y, Alex, tu Alex. voulais réagir? Ouais, non, juste, bah, ça peut être intéressant de demander à Louis pour élargir un peu sur le débat de la semaine UTMB. C'est une semaine qui est très prenante et qui pour les partenaires est super importante. Donc les athlètes sont fortement sollicités, notamment par le biais d'activation. Vous, par exemple, chez NAC, vous gérez ça comment? Typiquement, un Baptiste Chassagne que j'ai croisé lundi sur le stand NAC pour signer des autographes. Je crois, vous avez géré ça comment avec vos athlètes? Et bah, je voulais le mettre dans la section un peu plus tard où j'allais parler de ce qu'on met en place autour de nos athlètes. Mais par exemple, là, pour nos athlètes, nous, la priorité, c'est qu'ils soient performants pendant leur course. Donc, nous, par exemple, sur cette semaine-là, on a organisé 2 séances d'autographes le lundi et le mercredi. Le lundi, on a choisi Ludo et Baptiste. Baptiste, il avait des activations Nike à ce moment-là de la journée, enfin à 1 heure d'écart. Du coup, en fait, ça tombait bien parce qu'il était sur place et ça lui évitait de refaire un déplacement additionnel sur Chamonix. Du coup, en fait, on essayait de profiter de d'autres activations pour limiter les déplacements des athlètes. Et le lundi aussi, c'était le jour le plus loin en fait de la course. Du coup, les athlètes préfèrent faire ça en début de semaine. Donc pour Baptiste, ça s'est fait comme ça. Ludo, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser parce que Ludo, il accepte tout. Donc je pense qu'on aurait pu organiser une séance de dédicace le vendredi à 16h, il serait venu. Voilà. Donc pour Ludo, il n'y a pas de problème. Et après, pour la deuxième séance de dédicace qu'on a mis en place avec Annès et Rosanna, c'était le mercredi à 15h. Et en fait, c'était pareil, on a organisé ça sur ce fuseau horaire parce que à 16h, c'était la cérémonie de présentation des athlètes élites. Et du coup, eux, ça leur évitait de faire un déplacement additionnel parce qu'ils venaient à 15h sur notre stand et après, ils allaient directement à la cérémonie. Et sinon, pour toutes les autres demandes d'athlètes, par exemple, si on veut faire quelques photos avec des athlètes, nos photographes, ils vont directement au chalet des athlètes pour pas qu'ils se déplacent. Et s'ils ont besoin de produits, etc., moi, par exemple, c'était une de mes missions sur les premiers jours de la semaine, de me rendre directement au chalet des athlètes pour leur apporter les produits dont lesquels ils avaient besoin, etc. Par exemple, Marianne qui a eu besoin de produits, je me suis rendu chez elle à 21h30 le mercredi soir pour lui apporter des produits, quoi, parce qu'elle était un peu dans l'urgence. Mais on limite vraiment tous les déplacements et on fait en sorte que, enfin, Mathieu Blanchard, par exemple, a voulu aucune, ça n'a pas forcément fonctionné, malheureusement, mais il a voulu aucune sollicitation pendant toute la semaine. Et bah, enfin, pas de problème, on a accepté, on n'a rien fait avec Mathieu Blanchard durant toute la semaine, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Allez, avant de passer à une dernière personne, une petite question encore pour NAC. C'est au niveau de la logistique derrière tous les approvisionnements des ravitaillements. Comment c'est géré ça? Ça peut être intéressant à savoir parce que ça fait quand même une masse de produits qui est quand même vraiment pas négligeable. Comment ça se passe? Ouais, ça c'est hyper important parce que c'est des questions qui sont très souvent sur le stand. Les équipes qui sont dans sur le stand, elles passent leur journée à répondre à ces questions par rapport à quel produit sera sur quel ravitaillement, etc., etc. Nous, en fait, on se met d'accord pour délivrer une quantité de produits qui est estimée pour chaque coureur de chaque course. Donc il y a un accord qui est fait avec l'UTMB pour que les bonnes quantités soient mises en place pour que tous les coureurs aient les produits nécessaires. Sauf que le point ultra important à savoir, c'est que en fait nous on donne des consignes
aux volontaires et à l'UTMB. Mais après ça, l'UTMB est complètement autonome et du coup, c'est pour ça que des fois, on gère pas en fait réellement le dosage des boissons, s'il y a des gaufres là ou s'il y a des purées là, parce qu'en fait, après, les volontaires, et déjà, on les remercie pour mettre en place tout ce qu'ils mettent en place, mais on peut pas en fait avoir quelqu'un de NAC derrière chaque ravitaillement à dire ah ça c'est bien, ça c'est bien mis là, ça c'est bien mis là. Et du coup, en fait, on n'a pas de visibilité concrète sur vraiment les données exactes de quels produits sont où. Donc ça, c'est vraiment à savoir que c'est l'UTMB qui gère la position des produits sur toutes les courses. C'est les volontaires de l'UTMB et de toutes les courses UTMB World Series qui sont qui managent toute cette disposition des produits. Deuxième personne qui avait mis un dossard sur cette semaine, et ben c'est moi-même. J'étais sur la CCC. Moi, cette année, j'ai fait le choix de faire aucune activation, d'arriver le plus tard possible sur la semaine UTMB pour rester dans ma bulle et pour pas être trop fatigué par l'effervescence de l'événement, de devoir suivre les courses, d'avoir envie d'aller sur les courses, d'être sur le salon, devoir faire les activations, etc. Donc en fait, je suis venu en train 2 jours avant ma course pour arriver le soir à Chamonix. Et la veille de course, eh ben j'ai juste pris mon dossard. Je suis juste allé dire bonjour quand même aux partenaires, mais ça m'a pris un quart d'heure même pas sur le salon. Et puis ensuite, je suis vraiment resté dans ma bulle à préparer mes affaires. Et puis ensuite, pour ce qui est du récit de course, je vais pas rentrer trop dans les détails puisque sort en même temps que ce podcast mon récit de course sur YouTube en intégralité avec pas mal d'images, mais une course avec des sensations pas exceptionnelles. Je savais que ça allait être compliqué de sortir une grosse course avec une prépa qui était quand même très prudente depuis la fracture de fatigue où on a pris aucun risque. J'avais en tête de partir vraiment tranquille et de temporiser jusqu'à Champé avant d'essayer d'accélérer et de remonter sur la deuxième partie de course. C'est ce qui s'est passé, mais c'était plus en fait c'était plus un rythme de course que j'ai plutôt subi en fait que plus que j'ai choisi. Sur la première montée, j'ai vraiment temporisé. Je passe 45e au bout d'1h20 de course en haut de la tête de la tronche. Mais après, j'ai beaucoup subi dans les parties en altitude. Ensuite, tout le Val Ferret du côté italien, puis du côté suisse, c'était compliqué. Jusqu'à ce qu'on arrive à Champé. Et là, j'ai eu quand même des meilleures sensations. Et je suis passé de la 31e place à Champé à la 17e à Trian. Là, j'ai eu 2 heures où les sensations étaient vraiment très bonnes. Mais ensuite, sur les 3 dernières heures, il a fallu quand même serrer les dents pour rejoindre Cham. Donc, j'ai gardé à peu près ma place. J'ai perdu une place avec Antoine Charvolin qui m'a redoublé sur la fin du parcours et j'arrive 16e à Cham. Donc, je suis quand même satisfait de cette course. J'avais besoin de faire une course pleine et d'aller au bout après 2 années où j'avais pas pu prendre le départ. Donc, ça, c'est chose faite. Mais il y a quand même un petit goût d'amertume. J'aurais bien aimé faire un top 10, mais il faudra être encore un petit peu plus patient et continuer de travailler pour aller chercher des meilleurs perfs. Donc si vous voulez plus de détails, bien sûr, je vous invite à aller sur YouTube. Mais de mon côté, par contre, sur la semaine UTMB, j'ai pas énormément profité de tout ce qui est des activations, des soirées, etc. J'étais vraiment concentré sur ma course et je suis aussi parti juste après ma course parce que j'avais un covoit pour rentrer à Innsbruck. Donc voilà, c'était un événement très centré sur ma performance. J'ai vraiment mis ma casquette athlète et pas du tout vidéaste et pour apporter les courses. Mais c'est ce qu'il faut faire de temps en temps pour essayer de sortir la meilleure version en termes de performance. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Je propose à Nicolas, qui était aussi avec Brooks, mais qui lui a fait plus d'activation pour la marque, de nous raconter un petit peu sa semaine et qu'est-ce qu'il a marqué sur Chamonix pendant la semaine UTMB. Bah moi il y a eu 3 temps on va dire. Je suis arrivé le dimanche soir en fin de journée. Le lundi mardi ça a été surtout autour de l'entraînement. Je suis allé courir, j'ai fait une séance vers le col de Balme et puis j'ai suivi rapidement la MCC le lundi. J'ai partagé d'ailleurs un petit footing avec Germain Granger, on s'est croisés donc c'était sympa ce petit moment. Après j'ai fait une belle sortie longue le mardi où je suis allé au refuge Albert Ier pour ceux qui connaissent vers l'aiguille de la Tour du Tour pardon. C'est magnifique. Et puis après le mercredi et le jeudi c'était effectivement un peu plus les activations avec le podcast de la bande AD+, un pour Brooks, après des runs communautaires pour Brooks, pour Iron sur le mercredi et le jeudi. Et après ça a été plutôt le suivi des cours. J'ai pu aller voir Sylvain dans la dernière descente sur Chamonix puisque les activations étaient finies. Puis après j'ai suivi ta course. Alors on a eu des petits problèmes
logistique, on va dire. Je devais venir au départ à Courmayeur, puis finalement je suis venu seulement à Champé et du coup j'ai couru plutôt entre Champé et Trian pour vous encourager. Donc très bon moment. Aussi quelque chose qui je pense est très important avec ma casquette de coach, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe et de comprendre des choses que très peu de gens comprennent parce que très peu de gens sont capables de suivre la tête de course en même temps que les meilleurs athlètes courent. Donc ça c'était sympa. Et puis après un suivi de l'UTMB partiel parce qu'on devait ravitailler Clément des Îles et il a eu quelques petits soucis sur la fin de course, donc on a plutôt passé du temps à l'attendre, mais ça a été sympa, ça m'a permis de voir passer plein des athlètes que j'avais qui couraient, mais voilà, j'avais beaucoup d'athlètes au départ en tant que coach, mais j'ai pas forcément géré leurs assistants, donc c'était plus du support. Mais parfois c'est sympa parce qu'ils t'attendent pas à te voir et donc vraiment une belle semaine. Et puis maintenant retour aux affaires de l'entraînement avec, je l'espère, le retour de ma casquette d'athlète dans les semaines qui viennent. Parle-nous un peu plus en détail des résultats de tes athlètes. Je crois que tu as fait un 100% de finisher sur cette édition Ah, du TMB. j'ai eu un seul échec, c'est Anthony Gay qui on sait pas trop a fait une sorte de coup de chaud, il a fini perfusé dès Saint-Gervais, donc je pense pas grand-chose à voir avec l'entraînement, mais sinon ouais, que des athlètes finishers. Pas de très grands résultats, alors quand même un top 10 sur l'UTMB, c'est quand même pas mal avec Yannick Noël. Sylvain Cachard, qui découvrait l'OCC, qui est passé un petit peu à travers, qui a eu une montée du col de Balme très difficile, mais qui s'est accroché, qui a fini à une honorable 17e place. Quand on a son palmarès, il aurait pu bâcher, et malgré les difficultés, il a vraiment aimé l'effort, donc ça, je pense que c'est bien pour l'avenir. Et puis toi, Matt, avec ceux qui étaient sur la ligne, pas mal d'émotions à ton arrivée, parce que même si c'est pas encore le grand résultat, comme tu l'as évoqué, c'était quand même aussi, je pense, une période pas facile qui a été, on va dire, clôturé, et puis on espère que maintenant ça va aller crescendo dans les années à venir. Il a même pas chialé. Si moi j'étais dégoûté, j'étais sur la ligne d'arrivée de la CCC, je me suis dit Mathieu, il va Ah, arriver, si tu m'as entendu au micro, c'était quand même pas loin. il va nous faire une arrivée de fou, il va pleurer, voilà, le retour et tout, même pas. J'étais dégoûté. J'aurais dû pleurer, parce que ça fait des likes. Mais Ouais. surtout que ouais, le discours de Nico, alors moi on dira que c'est la fatigue qui a fait que les larmes sont montées, mais effectivement c'était quand même assez émouvant de voir l'arrivée de Matt avec le joli discours de Nico. Ouais, c'était un Et beau moment. d'ailleurs, j'ai pas d'image de ce discours, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui par hasard étaient là en train de filmer, n'hésitez pas à m'envoyer ces images, j'aimerais bien quand même les garder. Ouais, faudra revoir les personnes qui ont tenu tes réseaux pendant la CCC, c'était Ouais, on ouais. s'est concentré, vous allez voir, on s'est concentré sur la vidéo YouTube, et je pense que quand vous allez les voir, vous allez comprendre que ça valait le coup de se concentrer là-dessus. Je suis vraiment en train de passer du temps au montage pour essayer de faire une très belle vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, mais en effet, le live Instagram mériterait d'être amélioré, mais bon, on peut pas non plus faire travailler 15 000 personnes. Enfin, remplissez bien le KissKissBankBank, la prochaine fois, je prendrai un community manager pour la journée. Allez, maintenant je propose qu'on passe aux deux personnes restantes qui étaient dans le staff de l'Académie Sidaris Matrix. Donc Alex, le manager, raconte-nous un peu comment s'est passée cette semaine UTMB pour l'Académie et quel a été ton rôle sur cette semaine. Bah écoute, ça s'est très bien passé. Nous, c'est l'avantage qu'on a avec l'académie, c'est que, eh ben, souvent, on est concerné par les courses du début de semaine, ce qui nous permet de pouvoir profiter à fond des courses et notamment des soirées de la fin de semaine. Donc, on avait deux athlètes le lundi sur la MCC, donc Thomas Butès qui fait deuxième et Léo Tuas qui fait quatrième, donc des super résultats qui confirment tout le potentiel de ces deux jeunes. De ces deux jeunes. Ensuite, sur le mardi, il y avait à Courmayeur la Grec CC le matin où Jules Mongelat fait deuxième et l'après-midi où on avait trois athlètes. On a eu malheureusement deux athlètes qui ont dû abandonner et coup de chaud et on a un athlète qui fait onzième. Donc voilà, très bon résultat. Et comme je le disais en amont, c'était vraiment une semaine ma meilleure semaine UTMB, d'avoir pu partager ça avec les jeunes, d'avoir pu intégrer depuis cette année Théo et Gauthier de Cap Prévention qui étaient avec nous toute la semaine. C'était vraiment chouette, c'était des super moments, on a pu bien travailler, bien souder le groupe et puis vraiment bien profiter de cette semaine UTMB puisque sur la fin de semaine, on est allé à plusieurs endroits, on allait au col de Balme pour suivre l'OCC, pour suivre les athlètes du team. On a suivi un peu la CCC aussi et puis non, samedi matin, on est allé à la Flégère pour voir l'UTMB. On a vu passer les trois premiers garçons. C'était
une ambiance incroyable. Donc les jeunes, ils sont sortis de cette semaine bien motivés pour clôturer la deuxième partie de saison et puis surtout pour revenir l'année prochaine avec les dents longues. Et Théo, toi qui étais dans le staff médical, quelles ont été tes missions? Comment ça s'est passé? T'as eu des gros bobos ou? Non, il n'y a pas eu de gros bobos, et tant mieux. Le but, c'était de faire des soins plutôt de récup. Par exemple, sur certains athlètes qui enchaînaient deux courses, on avait Jules qui faisait la YCC le mardi et la YCC revanche le mercredi. Et puis après, bah, c'était potentiellement aussi de refaire des tests. Donc, on avait fait des tests de pré-saison non, en fin février. Et du coup, le but, c'était de retester bah, les points faibles de chaque athlète pour voir où ils en étaient à la fin de l'été et de faire un petit point avec eux sur les axes de travail qu'il y aurait pour cet hiver. Voilà, et puis Il y a eu c'était des gros super progrès ou moment. pas? Ah, ça, c'est, je peux pas dire, mais C'est le secret, ça? c'est le secret médical, on va dire. T'as dit quoi? Mais on peut pas dire ce qui va pas chez les athlètes. Non, On non. tenait Par au contre, secret on médical. peut dire dans quel état tu étais le mercredi soir, Théo? Très bien. C'est pas en manque de glucides, ça, allez. Ouais, allez, on va passer ça. Non, non, on en Il dira fallait pas être à plus. la folie douce pour comprendre. Voilà, on n'en dira pas plus. Fallait être à Chamonix pour comprendre, mais. C'est le Las Vegas français. Bon, mais je pense qu'on a bien fait le tour de nos actus perso. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose de ce qu'ils ont vécu sur cette semaine, un moment marquant qu'ils souhaitent partager avant qu'on se penche un peu plus sur les résultats et les analyses des courses? Ah, je pense que tout le monde aura retenu quand même, je pense, sur cette semaine, la victoire de Vincent Bouillard, quoi, parce que c'était quand même le truc imprévisible de la semaine et je pense qu'on s'imaginait plus vivre quand même sur les courses de l'UTMB avec quand même le développement de ce sport. Un mec, on va pas dire inconnu, mais franchement, il y a quand même pas grand monde qui connaissait ne serait-ce que son nom. Je parle même pas de l'avoir joué top 10. Donc ouais, ça a été, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant quoi, de voir. En plus avec ce côté toujours, il est inconnu, tu te dis il va péter, donc du coup ça met du suspense et puis finalement il arrive à Chamonix presque frais. Donc ouais, je pense que ça restera pour tout le monde quand même le grand moment de cette semaine. Transition vers la seconde partie du podcast où on se penche plus sur les résultats. Je pense que globalement, tout le monde a eu les yeux rivés sur les courses de Chamonix. On va pas vous passer tous les résultats en détail, mais on va quand même vous raconter un petit peu brièvement ce qui s'est passé à l'avant des courses. Et pour petite mise en bouche avant qu'on se penche sur les trois finales du circuit UTMB, il y a quand même deux courses courtes qui étaient intéressantes à suivre par quand même leur densité qui était quand même pas du tout ridicule. Donc le TC pour les jeunes et la YCC. Théo Robin, toi qui étais sur place à Courmayeur pour suivre ces courses, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'avant et quel profil t'ont marqué sur ces courses? Alors du coup, il faut savoir que la YCC et le TC, c'est le même parcours. Et ce qui va différencier les courses, c'est l'âge des coureurs. La YCC, elle est réservée aux juniors, donc c'est ceux qui sont nés en 2006-2017. Et les cadets, ils avaient un format légèrement plus court. La distance du format pour la YCC, le TC, c'était 15 km et 1100 de dénivelé. Ce qu'on peut retenir dans les choses marquantes, c'est la victoire de Luis Puigvert, qui est un jeune espagnol de Salomon, qui l'emporte avec plus de 5 minutes d'avance. Voilà. Chez les jeunes juniors féminines, c'est Lily Beck qui remporte la course en 1h45. Et sur le format de l'ETC, donc qui était 2 ou 3 heures plus tard, on a la domination claire et nette de Lucas Herleux avec une cotation quand même à 900 ITRA. Et on a aussi la grosse confirmation d'Anaëlle Bandou, qui est la biathlète qui avait aussi remporté le cross du Mont Blanc. Et là, elle termine l'ETC quand même à la 16e place au scratch en 1h32. Alexandre? Non, bah deux choses. Il y a une première chose, c'est que je pense que ça serait intéressant de décaler l'heure de départ de l'ETC. En fait, là, entre l'an dernier et cette année, un départ à 14 heures, on s'est rendu compte que c'était bien trop chaud et que en termes de performance et de santé des athlètes, c'était vraiment pas pertinent de faire une course aussi intense à 14 heures. Donc, si l'UTMB nous écoute, ça, je pense, ça pourrait être un axe d'amélioration pour l'année prochaine. Je vous propose d'enchaîner sur les grosses courses de la semaine qui nous ont intéressés. Alexandre, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur les abandons des courses et avant de passer sur les résultats, est-ce que tu nous fais un petit moment en stats abandon? Tout à fait. Alors déjà, juste pour dire que les stats que j'ai trouvés je les ai piqués sur LiveTrail. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais sur l'application LiveTrail sur votre portable, il y a un petit onglet statistiques où vous retrouvez justement toutes les stats de nationalité, de pays représentés par course et d'abandon par course et même d'abandon par le lieu de
par le ravitaillement sur les courses. Donc c'est de ça dont on va un petit peu parler tout de suite. Juste avant ça, avant de parler des abandons, une petite stat sur les pays présents. On a constaté qu'il y avait en moyenne 80 nationalités différentes représentées sur l'OCC, la CCC et l'UTMB, avec tous les continents qui étaient représentés. Bien sûr, une petite tendance à la baisse pour les pays africains qui sont les moins représentés. On retrouve majoritairement des Sud-Africains, notamment Tony McCann, la grande vainqueur de la CCC, qui représente ce pays-là. Le pays le plus représenté sur l'événement, c'est bien sûr la France, devant l'Espagne, l'Italie. Et la Suisse n'arrive que 7e. Alors ça s'explique parce que c'est un petit pays qui compte peu d'habitants, mais devant la Suisse, il y a la Grande-Bretagne, les USA et la Chine. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et petite question, est-ce que vous savez combien de nationalités en totalité sur l'événement étaient présentes? 84. Les autres? Ouais, je dirais autour de 80, ouais. 90. Pour faire chier Matt, je vais dire 82, si jamais il se trompe de 2. Eh ben c'était 115. Ouais, même plus. Vous avez vu comme je les ai influencés? Donc, allez, on parle un petit peu plus des abandons. Alors, sur la totalité de l'événement, il y avait 2568 femmes partantes. Et sur ces femmes-là, il y a 82% de ces femmes qui ont été finishers. Sur les 9197 hommes, il y a 74,5% d'hommes qui ont été finishers. Donc, on voit que les femmes sont un peu plus arrivent un peu plus à finir leur course. Plus précisément sur l'UTMB, on a noté un tout petit peu plus de 1000 abandons sur 2700 partants, ce qui nous fait un ratio de 37% d'abandon. La course qui a eu le plus d'abandons cette année, et avec un chiffre assez énorme, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la TDS. Il y a eu 58% d'abandon. Voilà, donc ce qui reste assez hallucinant. C'était une boucherie, il faut dire. C'était encore plus dur, je pense, que les autres années, quoi. Ouais, le parcours avait été rendu beaucoup plus technique par l'organisation. Avec un tel taux d'abandon, est-ce que l'organisation va de nouveau changer le parcours l'année prochaine? On verra. La course avec le moins d'abandon, bien sûr, c'est l'ETC qui s'explique par sa distance plus courte. Il y a eu 97% de finishers. Et ensuite, pour les 3 finales, l'OCC, c'est la meilleure élève avec 87% de finishers. Alors que la CCC, et c'est assez intéressant à voir, la CCC, il y a eu 63% de finishers. C'est le chiffre, le même chiffre, le chiffre est équivalent à l'UTMB. Il y a eu le même nombre de finishers, le même pourcentage de finishers sur l'UTMB et sur la CCC. Autre question. Donc la CCC est un ultra, quoi. On peut le dire, quoi, vu qu'on a à peu près les mêmes tons. Mais c'est un peu logique, hein. L'arrière du peloton, on est sur un ultra. Sur la CCC, on voit les coureurs qui courent en 10 heures, mais il y a des coureurs qui mettent 20, 25 heures, et donc du coup, on se retrouve sur un avant du TMB, quoi, en termes de durée de course. Du coup, petite question. Vas-y. Quel est selon vous l'endroit où on abandonne le plus sur l'UTMB? Champélac. La Foulie. Champé, la Foulie, d'autres? Champé, c'est pas mal, en fait. Eh ben, vous avez raison, c'est Courmayeur. Mais, alors j'ai plus le chiffre en tête exact, mais, Courmayeur arrive juste devant Arnouva. Donc, Courmayeur, c'est au kilomètre 83 et Arnouva, c'est au kilomètre 101. Donc, juste avant d'atteindre le Grand Col Ferré. Donc, il y a quasiment le même nombre le nombre équivalent d'abandons entre Courmayeur et Arnouva. Voilà. Merci Alex pour ce beau tour d'horizon, des petites stats qui sont toujours curieuses et rigolotes à écouter. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans la performance. Est-ce que Nico, tu peux comparer les 3 courses en termes de densité des résultats à l'avant et en termes de performance sur les top 10 des courses? Ouais, donc j'ai pris les résultats et les cotations des courses juste en index UTMB et pas le niveau des coureurs, hein, le niveau sur la course concernée. Du coup, on a comme sur le top 10 hommes, c'est la CCC qui a la prime de course la plus dense, avec un 897 de moyen pour le top 10, et notamment 4 coureurs qui se sont livrés une belle bataille et qui doivent être au-dessus de 910 de cotation, si je dis pas de bêtises. Et à l'opposé, chez les femmes, sur cette CCC, c'était la course la moins dense. On y reviendra, avec 753 de moyenne.
Après, on a eu sur l'OCC qui est traditionnellement, je pense, la course la plus dense aussi parce que c'est un format de 50K et qu'il y a plus de gens capables de se préparer pour ça, avec à peu près 894 pour le top 10 masculin et un excellent 792 chez les femmes. Tandis que sur l'UTMB, bah vous l'avez vu, on va y revenir dessus quand on va en parler, mais beaucoup d'abandons chez les favoris et un entre guillemets seulement 884 de cote moyenne pour le top 10 et 760 chez les femmes. Mais ce qui reste quand même un bon score chez les femmes, je pense, parce que ça reste un format très long où il y a traditionnellement un peu plus d'abandon. Allez, on se penche maintenant sur les courses une par une en particulier. On commence dans l'ordre un petit peu chronologique et aussi dans l'ordre d'augmentation des distances. L'OCC, on vous propose quand même un petit récap de ce qui s'est passé à l'avant. Est-ce que Nico, tu peux nous faire un petit récit de course de qui ont été les animateurs et comment s'est passé cet OCC de façon relativement succincte? Bah, ceux qui ont eu la chance de suivre le live ont vu un Américain avec des cheveux un petit peu longs, Christian Allen, partir à une allure absolument stratosphérique, pour ne pas dire débile. C'était moi qui ai fait plusieurs fois la course, j'étais halluciné devant son allure. Un chiffre pour illustrer ça, c'est qu'il passe avec à peu près 4 minutes 35 d'avance au pointage de la Giette. Sur le deuxième coureur, Eli Hemming, qui sera le futur vainqueur. Bon, à part ce coureur qui a fait un petit peu n'importe quoi, globalement, on a eu nos coureurs favoris plus ou moins rapidement, on va dire dans le top 10, avec un Eli Hemming qui a pris la tête de la course après Trian, puisque Christian Allen avait déjà perdu quand même une bonne partie de son avance, quasiment la moitié dans la descente entre la Giette et Trian. Et là, Eli Hemming va accélérer très fortement dans la section, l'une des sections clés de la course entre Trian et le col de Balme. Puisqu'il va pointer au sommet avec 6 minutes 30 d'avance sur Antonio Martinez, qui va être le dauphin à ce moment-là et qui finira en troisième position à Chamonix, et puis quasiment 10 minutes sur Francesco Pupi, donc vraiment des très gros écarts. Ensuite, Eli Hemming va continuer un petit peu à poursuivre son effort jusqu'à Argentière, il va continuer à creuser les écarts. Le top 3 sera toujours inchangé par rapport à Balme au niveau d'Argentière, et ensuite on va avoir une montée très très rapide de Francesco Pupi à la Flégère, puisqu'il va réduire l'écart de quasiment 6 minutes 47 sur Eli Hemming, donc très très grosse montée en 38 minutes sur le pointage, 37 et quelques sur le segment de Strava entre Argentière et la Flégère. C'est vraiment très rapide, hein. Normalement, quand on est proche des 40 minutes sur une OCC, c'est souvent la tête de course et le vainqueur. Donc et ensuite, Eli Hemming va encore perdre un petit peu de temps dans la descente, mais il va conserver un peu plus de 2 minutes d'avance sur la ligne d'arrivée. Donc un top 3 avec le vainqueur, pas dire surprise, mais il avait pas fait souvent des courses aussi longues, Eli Hemming, qui remplace, on va dire, Stian Angermund l'année dernière, qui s'était imposé. Bon, si on peut dire quoi, qui avait franchi la ligne en premier, en tout cas en 2023. Et puis les mêmes dauphins que l'année dernière, puisque Francesco Pupi fait à nouveau deuxième et Antonio Martinez à nouveau troisième, et Antonio Martinez qui monte sur le podium pour la troisième année consécutive sur cette CCC, donc très très grosse. Globalement, un quatrième coureur qui était pas très connu, Zhu Weizhi, un chinois, qui a fait une gestion de course magnifique, puisqu'il a fait au pointage 24, 25, 22, 11, 5, 4 et 4, donc grosse progression notamment pour ce coureur, puisqu'il a fini 109e en 2023. Et voilà, moi, mon petit coup de cœur, c'est un Harit Sedgea qui a plus de 40 ans et a joué presque tout le temps dans le top 5 et qui a pris du coup la 5e place sur la ligne d'arrivée. Et puis une petite stat pour la densité du top 20, 5 Espagnols, 3 Chinois qui font tous dans le top 10 pour eux, 2 Français, 2 Américains, 2 Britanniques. Donc voilà, une course très très internationale avec une relativement belle bataille, même si Eli Hemming a été quand même rapidement en tête. Chez les filles, ça a été, on a eu un start un peu moins rapide avec quand même Dani Moreno qui a pris le lead, mais avec peu d'avance. Au niveau de Trian, on avait quasiment notre on avait un trio de favorites devant avec Mia Yao, Judith Wider et puis Sarah Alonso. Et puis petit à petit, le duo de tête est resté devant, mais on a eu le retour de notre championne du monde et championne d'Europe, Clémentine Geoffrey,
qui fidèle à elle-même a été l'une des plus solides dans la deuxième partie de course, mais elle a pas réussi à rentrer mieux que sur le podium. Donc voilà, à noter la troisième place de Clémentine, la victoire de Mia Yao et puis la deuxième place de Judith Wider. C'est quand même sur les premières courses de la semaine, c'était l'un des rares résultats significatifs de la France avec ce podium de Clémentine Geoffrey. Beau tour d'horizon. Merci Nico pour ce petit rappel de ce qui s'est passé sur cette OCC. Je vais vous donner quelques stats qui soulignent la belle densité, comme tu l'as dit en intro, des filles sur cette course. Il y avait vraiment eu du très beau niveau et on voit que ça se densifie à l'avant sur ces formats. Un petit peu moins sur les longues distances, mais là c'était vraiment le cas sur cette OCC. Il y a une distribution des coureurs à l'arrivée qui est relativement proche chez les hommes et chez les femmes, puisque en fait il y a 3 filles en 10 minutes et puis 7 filles dans les 10 minutes suivantes, et c'est pareil chez les garçons. Il y a eu 3 gars en 10 minutes et puis 7 gars en 10 minutes, ce qui fait 20 athlètes ce qui fait 10 athlètes dans les 20 premières minutes suivant le premier arrivant chez les deux sexes. Bon, évidemment, un petit peu sur la suite, c'est un petit peu moins dense, mais il y a quand même eu une belle densité à l'avant. Donc, pour les chiffres, dans l'heure qui suit l'arrivée du premier, il y a eu 36 hommes contre 24 femmes, ce qui est quand même pas ridicule. Donc, ça fait plaisir de voir de plus en plus de filles qui font du haut niveau et puis qui répondent présent. On espère que ça sera aussi le cas sur les plus longues distances. Bon, si ce n'est qu'on pourrait dire que le couple Lemming, il y a eu un petit bug pour ceux qui ont suivi. Le couple Lemming avait inversé leur puce et donc du coup, en fait, quand Ellie pointait au premier ravito, au premier pointage, ça a pointé Tabor, sa femme, qui a d'ailleurs été un peu en tête de course, mais du coup, ils ont été arrêtés pour ceux qui ont vu à un moment donné, ils lui ont enlevé sa puce, je crois, en haut du col de Balme. Et je crois qu'ils l'ont arraché, ils se sont trompés, ils ont arraché un capteur de température qu'ils avaient mis sur le sac, je crois, pour faire des tests. Et voilà un petit peu d'incompréhension pour Ellie Hemming à ce moment-là. Allez, on passe à la CCC alors, Nico. Toi aussi, tu as suivi cette course puisque tu étais sur le terrain. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé là-bas? Eh ben comme d'habitude, tu sais Mathieu, on est allé en stage du côté de Courmayeur et puis on avait bien du coup repéré cette première montée de la tête de la Cronche et on s'était dit ça part très vite. Bon, ça n'a pas manqué cette année avec une stat intéressante sur les 10 premiers au sommet de la tête de la tronche. Il y a un seul coureur comme l'année dernière qui a fait une bonne course, c'est Peter Frano. Tous les autres ont mal fini globalement. Le bon groupe Hawks Peterman, puisque tous les deux vont terminer sur le podium, était pointé à 3 minutes au sommet. Voilà. Après, on a eu une très grosse densité arrivée à Arnouva, puisqu'on avait un top 14 en 1 minute. Et là, à ce moment-là, le futur vainqueur Hayden Hawks va prendre la tête de la course pour ne plus jamais la lâcher. Il va basculer au sommet avec une trentaine d'avance sur Adam Peterman et puis Peter Engdahl qui va être contraint à l'abandon. Alors on l'a eu à l'image, il avait l'air de boiter vers la foulée, donc je sais pas si vous avez des infos sur le pourquoi, mais ça faisait vraiment, je sais pas, entorse ou quelque chose du style. Et on avait, j'ai noté une stat intéressante, à l'arrivée à Champé, les 6 premiers seront les 6 premiers à l'arrivée, donc il y a eu quelques petits changements. Globalement, on a vu Hayden Hawks mener la course. À partir de là, il a accéléré, il a fait que creuser. Par contre, derrière, il y a eu une belle bataille pour le podium entre Peter Frano, Daniel Jones et puis Adam Peterman. Daniel Jones, ça a fait une très grosse section Champé Valorcine puisqu'il était 3 ou 4e, il devait être 4e ou 5e à Champé, et puis il est revenu sur le podium. Ils étaient très groupés à Valorcine, c'était pour ceux qui étaient au bord, c'était très sympa. On a eu quasiment 3 coureurs, je pense, en 15 secondes avec Peter Frano, Daniel Jones et Adam Peterman. À ce moment-là, on pensait pas qu'Adam Peterman irait chercher le podium parce qu'il avait l'air marqué. Puis finalement, sur la fin de course, c'est Daniel Jones qui va craquer sur la montée à la Flégère et qui va laisser échapper le podium. Et voilà, donc à l'arrivée, Hayden Hawks, Peter Frano et Adam Peterman qui montent sur le podium. Hayden Hawks qui double la mise après sa victoire en 2017 déjà sur la CCC. Voilà, très gros chrono, 10h20 avec des conditions qui étaient quand même globalement chaudes. Je sais pas ce que t'en penses Mathieu, mais c'était pas des conditions quand même idéales pour la performance. Donc ouais, une très belle course. Globalement, côté français, on va avoir un sprint magnifique pour la 10e place entre Arnaud Bonin et puis Eric Lipouma, et Arnaud va s'imposer sur le sprint pour être le seul français dans ce top 10. On en aura 2 autres
pas mal d'autres entre le top 10 et 20, puisque dans l'ordre Antoine Charvolin, Mathieu, Jean-Baptiste Curté, puis Valentin Bénard, si je dis pas de bêtises, qui vont tous les deux rentrer dans le top 20. Et en parlant de top 20, et ben juste aux portes du top 20, on va avoir notre vainqueur féminine, Tony McCann. Tony McCann qui aura très simplement pointé en tête de tous les intermédiaires, sauf la tête de la tronche, puisque c'était la Canadienne Jasmine Lauter. Elle était à une trentaine de secondes. Et globalement, ça va être quand même un chassé-croisé. Alors même si elles ont jamais été ensemble, avec des écarts relativement faibles avec, vous allez me pardonner la prononciation, mais la polonaise Martina Milnarczyk, qui a globalement été un peu mieux que Tony dans les descentes et un peu moins bien dans les montées. Donc il y a eu un peu de chassé-croisé. Tony prenait du temps dans les montées, elle en perdait un petit peu en descente. Et puis sur la fin, la polonaise va un peu craquer. Et sur la troisième place du podium, on va retrouver Rosanna Buschauer. Rosanna Buschauer qui a fait une course très sage, puisque elle pointait déjà avec 17 minutes 55 de retard au Grand Col Ferré. Elle va monter son retard maximal, va accumuler à 24 minutes 35 à Champé pour venir finir à 18 minutes 55. Donc on a eu une Rosanna Buschauer plus rapide que Tony McCann entre Champé et l'arrivée. Voilà, elle est partie prudente, le genre de course qui souvent réussissent, mais forcément n'a pas forcément été à la bataille pour la victoire. Moi, je retiens quand même la victoire de Tony McCann, qui a jamais fait une course aussi longue de sa carrière et qui, après une perte stratosphérique l'année dernière sur l'OCC, vient doubler la mise sur cette CCC, et j'ai eu la chance de courir un petit peu avec les premières féminines dans la section Champé-Trian, et c'était vraiment solide, quoi. Tu as souligné la remontée bien gérée par Rosanna Buschauer, donc l'Allemande qui habite en Autriche. Et moi, j'ai envie de mettre en avant un deuxième profil qui est un Autrichien aussi qui a fait une remontée vraiment exceptionnelle. Je vous avoue que je suis un petit peu jaloux de sa course parce que ça donne envie de voir comment il a bien géré. On a couru un petit moment ensemble, mais malheureusement, j'ai pas pu rester dans ses baskets. C'est Andy Rieder qui est passé à la tête de la tronche 52e. Donc à presque 10 minutes de la tête de course qui est vraiment parti tranquillement puisque c'était aussi sa première fois sur ce format. Et donc je vais vous lire ses positions au fil des pointages. Donc 52e en haut de la tête de la tronche, 44e à Arnouva, 38e au Grand Col Ferré, 30e à la Foulie, 17e à Champé, 9e à la Giette, 9e à Trian, 8e au Tsep, 7e à Valorcine. Et là, il a quand même concédé une place sur la dernière section puisqu'il passe 8e à la Flégère pour venir terminer dans ce top 10 à Chamonix. Donc c'est vraiment une masterclass de gestion d'Andy. Et j'avais aussi envie de vous mettre en avant ce profil parce que c'est quand même un athlète qui est quand même remarquable parce que il est un petit peu moins de 40 ans, mais jusqu'à ses 30 ans, il fumait comme un pompier. Il faisait 25 kilos de plus que ce qu'il fait actuellement. Ça fait que 5 ans qu'il fait de la course à pied. En fait, il a décidé d'arrêter de fumer et de se mettre à la course à pied quand il a eu sa première fille. Et puis, surtout, ses entraînements sont quand même remarquables. Il a un temps plein d'ingénieur à 40 heures en Autriche. Et à côté de ça, il s'entraîne uniquement en moyenne 65 km par semaine avec un pic à 80 km pour préparer cette CCC. Donc, gros bloc de prépa à 80 km. Il fait pas beaucoup de vélo parce que ça prend trop de temps et qu'il aime pas ça. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire énormément de bornes. C'est quand même un déterminant de la performance, mais c'est quand même aussi possible de faire autrement. On voit dans cet exemple d'Andy qui a radicalement changé de vie après ses 30 ans pour venir maintenant claquer un top 10 sur cette CCC. Je pense qu'il aime quand même bien les conditions chaudes puisqu'il avait sorti sa meilleure performance jusqu'à maintenant l'an dernier sur Nice by UTMB où il avait fait très chaud et il était venu s'imposer sur le format 50K devant Hugo Deck. Donc voilà, je pense que c'est un coureur qui communique pas beaucoup, mais vous connaissiez probablement pas, mais qui a fait une belle performance. J'avais envie de mettre sa course en avant. Il donne pas d'argent chez Brooks. Comment c'est possible qu'un mec qui soit dans un team soit encore obligé de bosser 40 heures semaine, s'entraîne aussi peu. Alors la perf est exceptionnelle, mais comment c'est possible qu'un mec qui est dans un team soit, on va dire, aussi peu professionnel dans sa démarche? Eh ben, c'est pas forcément lié uniquement à l'argent. C'est des choix de vie perso qui, lui, il a un train de vie qu'il a envie de continuer de mener. Et puis je sais pas si sa femme a un emploi, mais il a quand même deux filles plus une autre fille qui est à sa charge. Et donc c'est sûr que c'est des. Peut-être que je pourrais pas te donner la réponse de son contrat. Je pense qu'il a pas un contrat énorme. Ça a peut-être évolué avec ses perfs actuellement, mais c'est quand on a une famille à faire vivre, je pense que un contrat d'athlète comme celui d'Andy c'était un athlète de bon niveau mais pas de niveau international avant de faire cette perf donc j'ai pas la réponse. Ok, donc Ouais, Faudra puis très vite.
compliqué parce que la Suisse ou l'Autriche, le niveau de vie est pas celui de la France et il faut vraiment, enfin, pour être professionnel, quand un athlète suisse ou un athlète autrichien, je pense qu'il faut être vraiment très très fort parce que les revenus doivent vite être à 60, 70, 80 ou plus. C'est euros ou francs suisses, donc c'est sûr que ça a un impact quand même pour la professionnalisation de certains athlètes dans certains pays. Je rajouterais juste, même s'il fait pas beaucoup de volume à pied, il fait quand même beaucoup de muscu par contre. Il en fait 2 par semaine. Beaucoup d'intervalles très courts, il fait jamais de seuil, il nous a dit beaucoup d'intervalles courts. Ouais, il y a un entraîneur qui vient du vélo, je Dire crois. un autre sport. Donc, il connaît les bons produits. Allez, on passe à la suite. Toujours plus. Non, avant de tourner la page, il faut quand même souligner que c'est Gauthier de Cap Prévention qui le suit sur Théo, tu peux nous dire un petit peu comment fonctionne leur collaboration? Ouais, alors du coup, Andy, il a un coach autrichien, il me semble, comme Nico a dit, qui vient d'un autre sport, qui vient du vélo. Et du coup, Gauthier s'occupe de la partie gestion des petites gênes ou douleurs qui peuvent arriver avec mise en place de routine quand ça arrive. Et surtout, ils font 2 muscu par semaine, une principalement sur de la force et une plutôt sur de l'endurance de force. C'est ce qu'il m'a dit Gauthier la semaine dernière. Donc apparemment, Toute l'année ça, quasiment toute l'année, ouais. Ouais, il a un gros volume en muscu par contre. Maintenant, je passe la parole à Alexandre qui avait pronostiqué Hayden Hawks sur cette CCC et qui nous avait aussi mis en avant le profil de Anne-Cécile Thévenot qui est venue faire première française sur cette course. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a géré cette course, Alex? Ok. Bah, du coup, pour clôturer sur la CCC, effectivement, Hayden Hawks, qui sort une course incroyable, qui améliore son chrono de 2017 quand il avait gagné. Belle preuve de longévité, belle preuve de résilience aussi. C'est un coureur qui a connu de nombreuses blessures, qui a été très irrégulier parfois dans ses saisons, qui a tenté du plus long, qui est revenu sur du plus court, etc. Donc moi, je suis très content de le voir performer. Son arrivée était très émouvante parce qu'ils sont très copains avec Adam Peterman et en fait ils reviennent de loin tous les deux, notamment Peterman qui nous claque une sacrée grosse perf et qui en avait pas claqué depuis son titre de champion du monde en Thaïlande devant Nico en 2022, qui avait subi fracture de fatigue et qui avait fait une saison blanche en 2023. Et la petite anecdote qui est rigolote, je sais plus qui c'est qui me l'a raconté, mais Hayden, il est sorti du ravito de Champé avec une facilité assez incroyable. Et il a dit, il dit en sortant du ravito, je sais plus à qui il dit ça, mais il dit en gros, je pourrais faire ça toute la journée. Bon, il l'a dit en anglais bien sûr, mais il était d'une sérénité, d'une facilité qui était bluffante. Et moi, j'avoue que les Il coureurs a dit quoi américains, en anglais du coup? je me rappelle plus comment c'est quoi le truc. I can do it all day ou un truc comme ça. Ok. Mais moi, c'est vraiment des coureurs qui m'inspirent, les coureurs américains. Je trouve qu'il y a vraiment un style particulier, que ce soit leur façon de courir, leur façon d'aborder le trail qui moi m'inspire beaucoup. Ouais. Ouais. Juste une petite info. Nico, laisse parler Louis. Ouais. Vas-y, Louis. Adam Peter à la Western 7 l'année prochaine. Parce que là, du coup, il revient il est sur la pente ascendante. Et s'il a fait cette CCC, c'est pour valider sa remise en forme pour la Western. Donc attention à Jim, Jim qui va vouloir retenter le doublé, je pense, Western et UTMB l'année prochaine. Et il faudra compter sur Adam Peterman. Ouais, et juste du coup pour parler d'Anne-Cécile Thévenot, donc qui fait première française, qui fait quand même septième, moi je la voyais plus faire, je la voyais faire top 10, mais de là à ce qu'elle fasse une course aussi costaud, je suis assez bluffé de sa course. Donc elle fait septième en 13h19 à 1h23 de la gagne. À titre de comparaison, toi Mathieu, tu fais 16e et tu prends un peu plus d'1h10, je crois, de la gagne, à peu près. Donc c'est vraiment une très bonne course de sa part. Elle fait 56e au scratch. Et elle obtient une cotation à 727 du TMB Index, qui est sa meilleure cotation, alors que c'était son premier format 100 km. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, elle a fait un départ tout en gestion. Elle était plus de centième au scratch sur les premiers pointages. Elle finit 56e. Donc quand on est outsider comme elle l'est, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie à avoir. Partir très cool et puis ramasser les morts au fur et à mesure. Donc bravo à elle. Chapeau, Anne-Cécile Thévenot. Allez, transition vers la course phare de la semaine, la course reine. Je crois que Louis nous a préparé un petit récapitulation, un petit récap de ce qui s'est passé. Louis, à toi le micro, on ferme les yeux, on écoute et on revisionne cette UTMB. Putain, la pression et l'honneur de débriefer la course reine.
Non, du coup, le TMB, le départ, il a été très très prudent d'après les athlètes. Il y avait même un peu de la crainte de prendre le lead. Arthur Baptiste, il m'a dit que vraiment ça se marchait dessus et à un moment donné, ils se sont dit, faut peut-être qu'on y aille parce que le peloton poussait fort derrière. Et c'est pour ça qu'Arthur, il est parti assez vite devant tout seul parce qu'il voulait courir aux sensations. Il avait vraiment l'impression que ça se traînait. Par contre, après Saint-Gervais, c'est parti, ça a commencé à mettre en route et il y a un petit groupe qui s'est créé jusqu'au col du Bonhomme, refuge du Bonhomme, les centres des Chapieux et après apparemment par contre dans la montée, partie de la montée jusqu'à la Seigne, ça avançait quand même vraiment fort. Arthur il m'a dit que ça allait vraiment vraiment trop vite et qu'il avait dû à ce moment-là prendre un peu de retrait. Donc là, le groupe de devant, globalement, c'était du Tom Evans, du Jim, Germain, Vincent, du coup, arrive premier à Courmayeur, donc le futur vainqueur. Donc c'est intéressant, c'est qu'en fait, dès Courmayeur, il prend la tête et il perdra plus la tête jusqu'à l'arrivée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Vincent, depuis le début de la course, il a jamais quitté le top 10. Vraiment, depuis le départ, il a toujours été dans les 10. Et ensuite, donc Vincent, il arrive à 2h43 à Courmayeur. Et ensuite, si on prend l'ordre du podium, Baptiste, il arrive 11e à 3h01 et le troisième, on dit Joaquin ou Joaquin, ou vous savez, ou Joaquin, il arrive à 3h04. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que Baptiste a 3 minutes d'écart et ces 3 minutes, c'est les 3 minutes qu'on retrouvera à l'arrivée. Donc c'est la petite anecdote. Ensuite, il y a eu pas mal de changements au niveau du passage du Grand Col Ferret, où c'est à ce moment-là un peu clé que Ludo, Hannes et Baptiste intègrent le top 10 et partent un peu à la poursuite de Arthur, Joaquin, Germain et Vincent. Ensuite, à la Foulie, grande descente jusqu'à la Foulie. Donc Joaquin, il passe 4e et 6 minutes plus tard, Ludo passe 8e. Donc à ce moment-là, il y a quand même 4 coureurs en 6 minutes, dont Baptiste, Hannes et Ludo qui sortent quasi ensemble à la sortie de la Foulie. Et ensuite, partie assez ronde jusqu'à Champais. À la sortie de Champais, Vincent, il repart solidement en tête. Il est, comme l'a dit Ludo, Nico, en interne, une élasticité de ouf, une grande foulée le long du lac, hyper facile. Je pense, enfin, c'est à ce moment-là qu'il s'envole vers la victoire. Baptiste qui a le sourire, mais par contre, Arthur et Ludo, c'est vraiment, vraiment hard. On voit qu'ils sont dans leur bulle et qu'ils sont vraiment dans la pen cave. Et ensuite, donc voilà, Vincent qui s'envole. Et là, c'est à ce moment-là que Baptiste commence un peu à être survolté et qui revient sur Joaquin et sur Germain. Il le dépasse juste avant Trion. Donc voilà, Germain il passe Trian, mais il abandonne 1 kilomètre plus tard. Annès à Trian, donc Baptiste arrive deuxième à Trian, Germain arrive ensuite, il passe mais dans le mal et il abandonne. Ensuite Annès arrive toujours ultra focus, toujours là pour le podium et derrière les écarts ils se creusent un peu, mais les deux Français Arthur et Ludo sont toujours là pour compléter le top 10, toujours dans l'ultra douleur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le top 6 à Trian, en enlevant du coup l'abandon de Germain, et ben c'est le top 6 à l'arrivée, ça bougera pas. Ensuite, à noter aussi que le 7e final, donc Cody Line à Trian, donc ça veut dire que lui pour le coup il a remonté 6 places de Trian à Chamonix, donc vraiment fin de course impressionnante de la part de Cody. Et ensuite la fin on la connaît, Vincent seul au monde jusqu'à la montée de la Flégère et après la redescente très tranquille, même s'il a été un peu dérangé par un contrôle obligatoire un peu long au sommet de la Flégère. Et après Baptiste et Joaquin pour le coup c'était une belle bataille parce que Baptiste il passe 2 minutes seulement 2 minutes devant Joaquin au-dessus de la Flégère, mais par contre il reprend 1 minute 30 dans la descente. Donc voilà, il y a pas vraiment eu de répit à la fin dans la descente, et Annès à ce moment-là était toujours là au cas où il y en a un qui pète pour compléter le podium. Et à la fin, du coup, voilà, podium numéro 1, Vincent, Baptiste en 2 et Moi, j'ai une Joaquin en question, 3. vous avez suivi? Il y a eu d'autres contrôles à part celui de Vincent en haut de la Flégère, ouais? Baptiste contrôle, Ok.
Chez les femmes, bon, évidemment, on le sait tous, mes courses stratosphériques de Katie, elle est partie directement devant. Elle passe dans le top 10, je crois, au Chapieux. C'est quand même impressionnant. Et derrière, Marianne, elle a directement pris la seconde place, suivie de près par Ruth. Ensuite, la course, elle a été, on va dire que en fait, Katie, elle a fait toute la course toute seule jusqu'à la fin. Elle a jamais été inquiétée, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais la course de Marianne au niveau des chronos, c'est quand même aussi vraiment hallucinant. Marianne est tombée sur la portion, elle est tombée avant Champey et elle est arrivée à Champey avec le doigt. Vous pouvez trouver des images sur YouTube qui illustre l'état de son doigt, mais elle a le doigt vraiment tordu et vous pouvez trouver aussi des images de la radio qu'elle a fait, le doigt totalement fracturé. Donc voilà, Marianne est arrivée un peu en difficulté à Champey, mais toujours deuxième. Et ensuite elle s'est fait remonter sur la dernière partie. Croft qui a fait une course vraiment ultra intelligente, vraiment similaire à Roots en fait. Tout, tout hyper intelligent, vraiment step, elle est revenue sur Marianne et ça lui a permis d'aller chercher une deuxième place avec un chrono qui est aussi incroyable. À noter que Katie, elle bat le record de Courtenay. Faut pas oublier les perfs qui sont aussi strato de Roots et de Marianne. Moi, je vais juste un petit témoignage. J'ai vu Ruth avant Champé et à l'arrivée sur le ravito, à la sortie, c'était vraiment lunaire. Hein. L'allure, elle est arrivée dans le ravito. J'ai pas vu le top 5, je suis arrivé juste après. Enfin, là, je les ai vus à la sortie, mais à partir du top 6-7 masculin jusqu'à Ruth, je sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive aussi vite qu'elle dans le ravito. C'était vraiment impressionnant et sa sortie aussi. Et pareil après à Trian, elle avait vraiment une allure hallucinante et puis tout le monde a vu son attaque. Finale sur Marianne où bien entendu elle a mis un coup de gaz hein, pour laisser aucune chance à Marianne, mais quand même être capable d'avoir ce rebond là à ce moment-là dans la flégère, c'était j'ai trouvé ça hyper impressionnant quoi. Apparemment, dès qu'elle a eu les infos sur Marianne et sur le scénario de la course, elle a vraiment été survoltée quoi et c'est ce qui l'a permis de revenir vite et de poser cette attaque comme t'as dit. Mais... Moi, j'ai analysé un peu la course de route. On va voir si je le détaille un peu, mais tu parlais de Champé, Nico, et de l'allure à laquelle elle est sortie. Au ravitaillement de Champé, elle a gagné 10 places au scratch. Entre l'entrée. Oui, elle a fait un ravito express, je pense qu'elle est restée 1 minute 30 dans le ravito. Même pas. Ce qui est assez hallucinant, ce qui est quand même... Raconte-nous, Alex, alors, maintenant que tu nous as fait ce petit teasing. Non, mais déjà, pour dire que Champé, c'est quand même un des ravitaux où je pense, en moyenne, c'est les athlètes qui passent le plus de temps. Donc, c'est pour dire que ça a été assez incroyable, sa gestion de course. Pour reparler de Champé, on dit souvent que la course commence à Champé et c'est là, au kilomètre 130, et que c'est là qu'on voit qui en a encore sous le pied ou à l'inverse, qui est en train de craquer. Rousse, elle passe 3e femme à Champé. Pour résumer, elle a gagné 30 minutes entre Champé et l'arrivée à Chamonix sur Cathy. Oh. À ce moment-là, quand elle a Champé, elle a encore 38 minutes de retard sur Marianne. C'est juste hallucinant. Il reste 40 bornes. Elle a 38 minutes de retard. Elle a 1h10 de retard sur Cathy. Ruth, elle va mettre 6h27 entre Champé et l'arrivée. Marianne mettra 7h30. Donc ça veut dire qu'en 40 bornes, Ruth va lui reprendre plus d'une heure. Et Cathy, elle va mettre 6h58. Donc ça veut dire que Ruth, sur la dernière partie, elle prend plus d'une heure à Marianne et 30 minutes à Cathy. Et à titre de comparaison, sur la même section, Vincent, donc le vainqueur homme, il a mis 5h54. Donc c'est une demi-heure de mieux que ce qu'a mis Ruth. Yannick Noël, qui fait 10e homme, a mis 6h25. Donc c'est les temps équivalents à ceux de Ruth. Donc c'est juste hallucinant. Et pour parler un petit peu des places au scratch, elle a fait sur les gros points de ravito, hein, j'ai pas pris tous les pointages, mais sur les gros points de ravito, elle fait 118, 114, 99. Elle rentre 78 à Courmayeur, elle ressort 67e. Donc ça veut dire qu'au niveau de la stratégie de ces ravitaux, elle était assez incroyable. Elle est 42e à la Foulie, 32e à Champé, 23e à Trian, 18e à Valorcine et 16e à l'arrivée. C'est juste le pacing qu'elle a eu, c'est juste et la gestion de course, c'est juste incroyable. Et dernière stat sur la dernière section, la dernière descente entre la Flégère et l'arrivée, Ruth, elle descend 4 minutes plus vite que Vincent. Donc ce qui est hallucinant.
En sachant que Vincent a perdu beaucoup de temps, je sais pas exactement où était le pointage, mais Vincent avec son contrôle a perdu beaucoup de temps, a perdu environ 3 minutes, donc ce qui peut expliquer cela. En tout cas, Ruth est descendue plus vite que lui, et surtout dans la descente, Cathy est descendue en 48 minutes, alors que Ruth est descendue en 40 minutes. Donc c'est sa dernière descente, c'est juste incroyable, quoi. Elle descend dans les mêmes temps que les meilleurs garçons. Après, je sais pas ce qu'avait Cathy, mais elle boitait vraiment dans la dernière descente. Elle se servait plus de sa jambe gauche. On voyait à l'image qu'elle passait vraiment l'appui sans s'appuyer dessus. Du coup, bon, faut retenir que l'année prochaine, je vais prendre le pacing de route et je ferai 3 heures de moins à la ligne d'arrivée. Et ça fera 19h48. Ah, ça a été hallucinant. Franchement, cette capacité à se faire confiance. Moi, je suis vraiment admiratif d'une athlète qui est capable de faire ça parce que voilà, c'est une chose de le cocher sur le papier, mais d'être capable de rester dans sa bulle et de dire j'y vais pas et d'être capable de finir aussi vite, faut vraiment avoir confiance, surtout qu'elle avait pas fait beaucoup de 100 miles hein, dans sa carrière, une western peut-être, non? Une western, ouais. Le détail, c'est elle a bossé avec un data scientist qui lui a fait apparemment sa stratégie de pacing. Donc c'est aussi pour dire que cet aspect gestion de course et pacing, c'est vraiment un truc qui est en train de rentrer vraiment en compte pour beaucoup d'athlètes et voilà gérer en fonction de ses qualités et de son profil de coureur les portions de montée, les portions de descente, accélérer, ralentir à tel moment, à tel et donc elle l'a géré parfaitement. Donc c'est très impressionnant. Route qui était d'ailleurs en dehors du top 20 des filles avec la meilleure cotation sur avant ce départ UTMB. Et c'est vrai qu'on a vu quand même une hécatombe. Je balance une petite anecdote pour que Nico puisse rebondir dessus et qu'il nous donne un petit peu son point de vue là-dessus. Il y a quand même une hécatombe à chaque fois sur l'UTMB au niveau des favoris. Sur le top 20 hommes, on a quand même 73% d'abandon. Il y a que 5 finishers parmi les 20 premiers hommes, donc même 75% d'abandon. Et sur les 20 premières femmes au niveau de la cotation avant le départ, on a 12 finishers et 8 abandons, donc un peu plus de 40% d'abandon. Donc c'est toujours une grosse hécatombe chez les favoris. C'est toujours des stats qui sont au-dessus des stats de la moyenne du peloton. Nico, est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue là-dessus, pourquoi il y a autant d'abandon chez les élites? Ouais, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Je pense que la première chose, c'est que ça se densifie, donc tout le monde se dit il faut s'entraîner plus, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent blessés ou avec des douleurs sur la ligne de départ, et franchement, ça pardonne pas sur des formats aussi longs. Je pense que le meilleure illustration chez les hommes, c'est Mathieu Blanchard qui avait quand même toujours fait des courses brillantes à l'UTMB hein, il restait sur une troisième place, une deuxième place, une quatrième place. Bah là il est arrivé blessé, bon bah ça a pas pardonné, on voit pas la ligne d'arrivée ou très rarement quand on a une blessure sur les courses comme ça. Je pense aussi que cette densité, beaucoup de coureurs qui sont beaucoup trop vite dans la course et dans la place, alors que on l'a vu, on peut faire des très belles places en courant de manière sage. Ça a été le cas de Baptiste, hein, qui devait pointer autour de la 24, 25e place au début et qui a remonté progressivement. Et puis les autres éléments aussi sur les abandons, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des coureurs aussi qui viennent, je pense, jouer le top 5 et quand ça leur échappe, est-ce qu'ils ont envie de se mettre la misère pendant 5, 6, 7 heures à la fin pour finir 10, 12, 15, 20. Je pense que ça c'est aussi un élément parce que finir un UTMB pendant 7-8 heures en chiant, ça veut dire plus de récup alors qu'il reste quand même par exemple une diag en fin de saison, d'autres événements. Donc je pense que ça c'est aussi un élément qui rentre en ligne de compte. Mais globalement, bah c'est plus long. De toute manière, un UTMB ça bâche forcément plus qu'une OCC parce que quand t'es pas bien, c'est plus compliqué de finir quand même quoi. Et est-ce que tu as une réflexion aussi sur les apports énergétiques, tu nous disais? Ouais, bah c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui on est dans une mode de beaucoup d'apports énergétiques. Alors oui, la littérature va dans ce sens-là, mais la littérature s'intéresse quand même peu aux efforts de cette durée-là. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des stratégies assez agressives au niveau des glucides. Et ça, on sait que ça expose plus aux troubles gastriques. Et c'est vrai que peut-être une manque de modération et une optimisation de la performance
qui peut se discuter parce que oui, ça optimise la performance si et seulement si on n'a pas d'ennui gastrique et il y en a eu quand même pas mal. On sait que c'est de toute façon la principale cause d'abandon de manière générale, mais potentiellement c'est un peu augmenté aussi avec des apports. Aujourd'hui, on voit sûrement pas mal de coureurs qui sont au-dessus de 80 grammes de moyenne. Et bon, moi je conseille quand même plutôt du 50, 60, un peu sécure et on s'expose à moins de risques, quoi. Et tu penses qu'il y a plus d'abandons qui sont liés aux soucis gastriques depuis qu'il y a vraiment cette tendance à augmenter les glucides? Ça je sais pas, mais moi, voir des athlètes qui partent en disant je vais consommer 100 grammes de glucides sur un UTMB, ça fonctionne chez certains, mais c'est pas parce que ça fonctionne chez 2-3 athlètes que ça doit être un modèle qui doit être reproduit. Et d'autant plus, pas pour les coureurs amateurs qui nous écoutent, moins on va vite et moins faut consommer de glucides à l'effort selon moi, parce que la dépense énergétique est moins grande et donc du coup on a moins besoin de produire d'énergie via les glucides. Donc il faut trouver l'équilibre et si on consomme trop de glucides, on s'expose quand même vraiment à ça et si on s'expose à des ennuis gastriques, cas d'Hugo Ferrari par exemple qui avait toujours été finisher, qui a vomi, je crois, vers Berton et après c'est terminé. Il a jamais réussi à se retaper et globalement dès qu'on commence à vomir, souvent c'est quand même dur en ultra, quoi. Louis, est-ce que tu connais le grammage qu'a eu Baptiste là sur la course? Non, et enfin, si, mais je sais pas vraiment si j'ai le droit de le donner ou s'il veut que je donne ou quoi. Et ce que je sais, par contre, l'info que je peux donner, c'est que nous, on voit vachement, l'importance les produits énergétiques, c'est bien, mais sur un UTMB où il y a quand même du temps au ravitaillement, du temps où tu peux manger des vrais aliments, des vrais plats, etc. Par exemple, si on reprend l'exemple de Baptiste, certes, il a des produits Nike, il a d'ailleurs des produits Nike qui sont pas forcément commercialisés parce que on essaie vraiment de faire du cas par cas ce qui peut convenir aux athlètes, mais il travaille aussi avec un chef qui lui fait des plats en fait qui sont des vrais plats en fait. C'est par exemple là je prends l'exemple d'une purée, il communiquera sûrement dessus, mais une purée en fait qui est vraiment une purée faite par un chef quoi avec des vrais aliments et des vrais nutriments. Et c'est ce qu'il arrivait en fait c'est vraiment ce qu'il arrivait le mieux à manger quoi. Donc est-ce qu'en fait au final sur une durée comme ça, ce qui est pas le plus simple à manger et à absorber, et ce qui est pas le plus efficace en fait c'est vraiment de la vraie nourriture là sur les endroits où tu peux en fait T'es en avoir train de dire que la vraie nourriture. Que NAC c'est Donc, pas des produits sais que naturels du coup? si c'est des produits Ah. super naturels, mais ce que je veux dire c'est On nous que ment. moi je vois quand même l'impact des athlètes à manger des vrais plats sur chaque station de ravitaillement. Ils prennent le temps de manger des vrais aliments. Ouais, c'est une journée hein, quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'une journée sans mastiquer, sans manger de vraies places, c'est quand même long aussi. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut dire aussi. Enfin, et une journée, on parle des meilleurs coureurs du monde. Hein. Pour beaucoup de coureurs, c'est plutôt 2 jours. Enfin, presque 2 jours. Et je pense qu'il y a un truc qu'il faut rajouter là pour revenir un peu sur les causes des abandons. Il y a aussi l'aspect, ça pourra peut-être faire l'objet d'un débat plus tard, mais le fait que la semaine UTMB soit vraiment la semaine attendue par tout le monde, par les marques, par etc. Ce qui met énormément de pression sur les athlètes. Et comme le dit Nico, ce qui engendre aussi le fait de vouloir plus s'entraîner, être plus performant, arriver le plus près possible. Et du coup, on oublie un peu l'aspect santé. Et comme l'a dit Nico, le meilleur exemple, c'est quand même Mathieu Blanchard, qu'un mec de ce niveau-là, avec qui est quand même intelligent, qui prenne le départ en sachant qu'il est blessé. C'est juste hallucinant et il a expliqué, il a fait une interview avec dans la tête d'un coureur où il explique que qu'il a menti à sa communauté, qu'il a menti aux gens, qu'il était dans le déni lui-même par peur de décevoir les gens et qu'en fait il a pris le départ pas pour lui mais pour les autres et que en fait à long terme c'est dans une carrière d'un mec qui veut durer et qui veut faire du haut niveau, c'est fou d'apprendre ça et de voilà Mais tu vois, je pense, on en avait pas parlé parce que, enfin, c'était un peu passé à la trappe, mais Aurélien Dulampala, il y a 1 ou 2 ans, c'était le même cas, en fait. Il bâche aux ouches parce qu'il est blessé avant le départ et sauf il est dans le déni et je pense qu'au final, pas mal d'athlètes, peuvent avoir cette situation d'être en fait, ils mentent, mais en fait, c'est même pas qu'ils mentent, c'est qu'ils sont dans le déni parce que eux, ils ont vraiment un désir fort de courir et de performer, donc, C'est ouais. accentué par les marques, bien sûr, la pression que tu as de négocier ton contrat, etc. Mais aussi par la communauté. Et là, Mathieu, c'est peut-être intéressant de te poser la question à toi. Mathieu, Blanchard, de ce qu'on a compris, c'est vraiment cet aspect pression aussi mise par sa communauté. Il a dit, je veux pas décevoir les autres. Toi, on a l'impression que tu arrives quand même à te recentrer vraiment sur toi
et faire abstraction de ça, juste te servir du positif de ta communauté. Mais est-ce que t'as l'impression que tu dois des choses à ta communauté, par exemple? De ma communauté, j'ai aucune pression de résultats qui en découlent. J'ai peut-être un petit peu, maintenant que j'ai pris ce chemin-là vraiment de la transparence et de tout raconter, ben, je sens peut-être un petit peu le devoir de continuer d'être transparent et de dire vraiment ce que je pense et de raconter tous les aspects de ma carrière. Mais en fait, ce que j'ai vu aussi sur les dernières années, c'est que quoi que je fasse, si je le fais avec transparence et que je transmets vraiment avec le cœur ce que je suis en train de traverser, ben moi j'ai toujours des retours positifs. Et le fait comme ça d'être toujours transparent et que de raconter quand ça va pas, quand je rate mes courses, de le raconter aussi, d'expliquer tout ça aux gens qui me suivent, et ben ça fait que je sais qu'ils vont m'écouter, quel que soit le résultat, et que cette audience, elle me suit plus par mon profil et le fait que je raconte tout, plus que parce que je fais des grosses perfs. Et c'est pour ça que je pense pas être influencé par le fait qu'il y ait des gens qui me suivent et que ça me mette de la pression de résultat et l'envie de bien faire et de la pression pour arriver sur les gros événements. Et puis, pour quand je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, très bien. Moi, Et j'ai, vas-y, Nico. Moi, je pense aussi qu'il y a quand même un rôle hyper important de l'entourage autour des coureurs parce que on va prendre l'exemple de Mathieu parce qu'il est emblématique, mais alors que j'ai pas les dates exactes, mais moi, quand même, de l'extérieur, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait son projet un peu GR20. Alors, je sais pas quand ça a été tourné, quand ça a été fait, à quelle date, mais entre ça et le marathon pour tous, honnêtement, je vois pas ce qu'un athlète de ce calibre-là fait au marathon pour tous, quoi. Il y a un moment donné, on est moins d'un mois avant l'UTMB. Ça a pas de sens d'aller faire ça. Honnêtement, là, à part faire ça pour prendre de la lumière pour soi ou pour les partenaires, et ça, finalement, c'est, je pense, même si c'est, je pense, quelqu'un qui est hyper professionnel, qui fait plein de choses, et je crois qu'il a fait un post LinkedIn où il a dit qu'il avait 18 métiers différents. Bah peut-être qu'aujourd'hui, on touche les limites de ce système-là, c'est-à-dire que c'est du haut niveau, et finalement, est-ce que c'est, alors c'est une année, donc on peut pas tirer des conclusions, mais c'est quand même l'extrême opposé qui a raflé la mise cette année, c'est-à-dire quelqu'un que personne connaît, qui a pas de pression, et ça, je pense que quand même, il faut à un moment donné, sur le plan sportif en tout cas, hein, parce qu'après, je suis pas à la place de Mathieu ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a aussi des carrières, ça passe vite, et que peut-être que enfin, maximiser son image, prendre des contrats, faire des activations. Sur le plan matériel, c'est plus intéressant que se préparer dans son coin et personne te voit. Et puis c'est pas parce que tu fais tout bien que tu vas réussir non plus. Ça, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'il y a aussi chez les athlètes, je pense, cette peur peut-être de pas réussir la course, parce que bien sûr quand tu réussis ta course on parle beaucoup de toi, mais t'es jamais sûr de réussir un UTMB. Donc je pense qu'il y a cette balance qui est aussi pas toujours trouvée par les athlètes. C'est pour ça que moi je suis un fervent partisan de, à un moment donné, le sport c'est les athlètes ils courent, et la communication c'est autour, et c'est secondaire, et c'est toujours la perf qui est prioritaire, parce que voilà, aujourd'hui, ça c'est une image un peu caricaturale parce que le trail est un peu différent d'autres sports, mais c'est quand même comme si on avait un coureur de Conti Pro qui avait gagné le Tour de France, quoi. Et ça, on verra jamais ça dans le cyclisme, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur le professionnalisme dans notre sport, quoi. Mais d'un côté, une petite anecdote et un point qu'a relevé Louis, c'est la non-professionnalisation des trois premiers les trois premiers du podium masculin de l'UTMB. Donc, il y a peut-être aussi un aspect d'enlever de la pression des épaules des athlètes en ayant un double projet. Louis, tu peux nous dire le métier des trois premiers? Tu peux nous rappeler ça? Et bah le premier du coup Vincent qui est ingénieur développeur de chez Oka donc qui est sur la partie chaussures il me semble. Baptiste du coup qui est second qui a qui a une agence de com qui travaille suivant les périodes de l'année plus ou moins à temps plein et ensuite Joaquin qui lui est distributeur de certaines marques de sport en Équateur et qui a aussi une petite boîte de coaching. Donc Baptiste, il m'a mentionné que ces athlètes, ils sont pros parce qu'ils ont une démarche professionnelle et ils font tout bien et ils ont quand même, voilà, ils ont vraiment une démarche professionnelle, mais ils ont quand même, c'est clair, un qui leur permet de penser à autre chose de temps en temps et d'avoir des objectifs autres que sportifs, ça Ouais. c'est sûr. Après, pour moi quand même, le côté pro. Enfin, c'est ma vision personnelle, mais c'est quand même, ton entraînement peut être au centre de ta vie, et je pense que c'est quand même, enfin, à mon avis,
peut-être pas le cas pour Vincent, et encore je pense qu'il teste beaucoup de chaussures, donc il y a une partie de son métier c'est quand même sûrement aller courir en montagne. C'est quand même ça qui compte, et c'est vrai que quand t'as cet équilibre-là, je pense qu'avoir une autre activité à côté, c'est plutôt positif, et ça t'évite aussi parfois d'aller dans la communication extrême, parce que bah le sportif c'est pas toujours garanti. C'est sûr, quand t'as un peu une roue de secours qui est à côté, t'as moins de pression de résultat, même si je pense que tout ça c'est avant tout du travail mental et un rapport à l'activité qui doit être travaillé. C'est moi quelque chose que j'ai beaucoup constaté autour de ma carrière, c'est-à-dire beaucoup de gens qui disent je pourrais pas être professionnel, parce que s'ils sont professionnels, ils ont l'impression qu'ils ont un devoir de résultat. Et moi, ce que j'aime dire aux athlètes ou aux gens que je côtoie, c'est que je connais personne qui fait exprès de se rater, quoi. Donc, en principe, bah, quand tu te rates, c'est qu'il y a des explications, mais pas parce que t'as plus de temps, que tu peux plus t'entraîner, mieux t'entraîner, que t'es forcément meilleur qu'avant et que t'es obligé d'être meilleur. Et je pense que ça, c'est vraiment quand même un discours à avoir auprès des plus jeunes, et puis même des gens qui sont un peu moins pro ou un peu moins engagés. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on s'investit qu'on réussit, et il faut surtout s'investir parce qu'on aime faire ça. Je pense que ça, c'est ça le cœur du succès. C'est que Mathieu, par exemple, qui a traversé 3 années difficiles, si sa motivation ça avait été de gagner des courses et uniquement ça, peut-être qu'il aurait arrêté, quoi. Et juste pour terminer là-dessus, on parlait de l'entourage. Euh, Quand on voit l'entourage qu'il y a autour de Baptiste, que ça soit familial, que ça soit au niveau de tout son staff, au niveau de, c'est un athlète qui a un manager personnel. Aujourd'hui, enfin un manager qui joue un peu aussi le rôle d'agent. Aujourd'hui, quel athlète dispose d'un staff aussi complet autour de lui? Baptiste, il a un manager qui est capable de lui dire demain, t'es blessé, tu prends pas le départ. En fait, Mathieu, c'est lui avec toute la pression qu'il a autour, toute sa communauté, tout ce qu'il encaisse. Je crois pas qu'il ait quelqu'un qui lui dise. Alors, je sais pas comment ça se passe avec sa compagne ou quoi, mais voilà, d'avoir un gars qui est là pour lui, un manager qui lui est dédié. Parce qu'il a, certes, il a de Vincent Viette qui gère le team Salomon, mais il a tellement d'athlètes que, en fait, c'est pas possible de gérer au cas par cas. Donc voilà, d'avoir, Baptiste, c'est un vrai exemple de comment s'entourer, comment bien s'entourer, et on le voit, et ça paye quoi. Donc c'est. Après, Allez, ah, dernier petit encore. point. ouais, ouais, Je dis un truc, Théo, c'est pas achat, je sais pas, c'est un peu le rôle quand même du coach, et puis on va dire du kiné qui suit d'un moment donné, de quand même dire à l'athlète aussi, là t'es apte ou t'es pas apte à faire la course, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Et ce que je trouve fort chez Baptiste, c'est que c'est sa première année où il a fait une grosse transition quand même. Il a quitté un team, il a dû tout créer par lui-même et dès la première année, ça paye quoi. Donc c'est quand même une transition très réussie de sa part. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Nico. Il faudrait presque qu'il y ait quelqu'un des fois qui soit au-dessus de la tête, qui prenne la décision pour lui de savoir si c'est raisonnable ou non de prendre le départ. Est-ce qu'il faut mieux pas attendre et faire une course quelques mois ou quelques semaines plus tard quoi. Et par rapport à Baptiste aussi, le point, Nico, tu l'avais déjà mentionné, mais ce qui est remarquable, c'est que un grand rendez-vous, il les loupe jamais, quoi. Propose quand même qu'on fasse un petit point sur Vincent Bouillard, l'homme que personne ne connaissait avant cette UTMB. Alexandre, est-ce que tu as eu le temps d'enquêter sur qui est Vincent Bouillard, comment il s'est préparé, d'où vient-il? Fais-nous un petit peu son portrait. En vrai, j'ai pas envie de le faire son portrait parce qu'en vrai, il y a tout le monde qui l'aura épluché, analysé, recherché. Moi, j'ai juste envie de dire que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Que le trail, c'est un des seuls sports qui nous permet d'encore de vivre ça, de telles émotions, de voir quelqu'un sorti du chapeau et qui nous claque une énorme perf. Cette part d'inattendue, d'irrationnel qu'on a encore plus sur des formats longs qui font que ce sport il est pas stéréotypé. Et ben moi j'ai juste envie de dire que profitons, arrêtons d'essayer d'expliquer pourquoi il a gagné, qu'est-ce qu'il a mis en place, machin, on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'il ait gagné, qu'il ait sorti une perf monumentale. Donc profitons de ça et arrêtons de se poser trop de questions. Magnifique, c'est ça le trail qu'on aime, que des coureurs qui restent anonymes. Non, Donc, mais on retiendra c'est pas sa foulée quand même dans la montée finale de la Flégère, dans la ligne droite d'arrivée. C'était beau, quoi, du début à la fin. Et tout à l'heure, on a partagé sur le groupe là, un réel où on le voit avec quand même les grands favoris de la course, hein, Jim, Germain et Tom. Et il doit se dire, enfin, je me dis, j'avais fait cette blague-là, mais je me dis, mais le mec se dit, c'est quoi, c'est les meilleurs du monde, hein, je suis devant, qu'est-ce qui se passe? Ça devait être, enfin, j'aurais vraiment aimé être dans la tête de Vincent, parce que ça devait être complètement dingue d'être en tête, et il devait quand même se dire, parce que je pense qu'en fait, Thibaut Garivier m'a dit
il avait quand même vraiment un niveau solide et qu'il pensait que partir devant, c'était pas une surprise d'avoir ce niveau-là. Et je pense que vraiment il est parti en mode un pace en se disant bon ça doit tenir. Et puis je pense qu'il quand même ça va être fou dans sa tête de se dire mais ça va bien péter à un moment donné. Et puis ça a tenu jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était vraiment magique. Et moi de l'extérieur j'avais jamais eu l'envie de faire l'UTMB et j'avoue que voir Vincent faire cette perf, ça m'a presque donné envie d'être peut-être au départ dans les années à venir. Si mon genou est d'accord. Il faut que t'attendes quelques années quand t'es oublié, parce que là, t'es encore trop connu. Ouais, je pense que quand même, si je faisais l'UTMB, pas grand monde parlerait de moi, hein. Il y a tellement de personnes plus performantes. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur UTMB. On s'est posé pas mal de questions. C'était super intéressant, les gars. On va aller faire une petite transition vers la fin du podcast et je vous propose de donner vos coups de cœur, vos coups de gueule sur cette semaine. Qui veut commencer? Théo. Ah, je vais commencer par un petit coup de gueule. C'est principalement les médias qui mettent en avant les athlètes qui partent, enfin qui prennent le départ ou qui courent blessés. Euh, c'est difficile en tant qu'athlète des fois de savoir se raisonner, mais de vouloir faire du buzz ou du clic là-dessus, je pense que c'est vraiment une énorme connerie. C'est une très mauvaise image à montrer pour les athlètes débutants ou amateurs ou pour les jeunes. Donc, si on pouvait éviter ça, ça serait cool. On a vu ça pour l'UTMB, on l'avait déjà vu pour le marathon du Mont Blanc cette année, avec une vidéo qui avait pas mal tourné. Je pense que c'est quand même dommage. Ou encore sur une édition du Grand Raid avec une athlète qui avait fini avec une fracture. Voilà, pour moi, c'est quand même un syndrome qui est problématique de montrer ça et de diffuser ça. Oui, surtout de le mettre en avant et Voilà. de glorifier un peu ces gens qui vont être le finisher quoi qu'il en coûte, quoi. Du coup, autre coup de gueule, c'est aussi la place qui est donnée à tous ces médias qui sont en fait je sais même pas si on peut appeler ça des médias, c'est juste des gens qui Les retransmettent des suceurs de buzz. informations et qui essayent de J'allais faire dire. du clic et faire du buzz, mais c'est la place aussi qui leur est donnée, notamment sur des événements comme l'UTMB où ils sont accrédités comme des médias classiques. Ils sont encore plus mis en avant que les médias classiques et les marques surtout. Brooks, pour ne pas les citer, notamment, ont tendance à les prendre en prestataire pour mettre en avant la marque et faire buzzer la marque. Donc il y a aussi tout ça qui est accentué par le système du trail, quoi. Bah, c'est sûr que oui, je suis bien d'accord avec toi que c'est un peu dommage de voir ces médias qui ont la priorité et on se rend compte que vraiment la seule chose qui compte, eh ben, c'est le nombre de vues et l'audience qu'on peut avoir et pas forcément ben, la qualité journalistique, les analyses et la vraie passion. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça la réalité aujourd'hui. C'est celui qui va faire le plus de vues et on réfléchit pas forcément à est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est bien ou pas. On regarde finalement que ça. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast et c'est pour ça que qu'on espère que vous nous soutenez parce on n'utilise pas trop de stratagèmes pour essayer de faire booster notre croissance ou augmenter de façon de façon manipulée pour faire plus de vues. Donc on attend votre soutien là-dessus et on espère que notre discours de passionnés touche des personnes encore. Donc merci d'être là, merci d'écouter. Et on peut faire un coup de cœur aussi ou pas? Bien sûr. Ok, moi j'avais trouvé quand même que la semaine de l'UTMB était extrêmement bien organisée. Euh, pour l'avoir vécu, j'ai vécu zéro couac. J'ai réussi à me déplacer tout le temps dans l'UTMB. C'était bien fait, c'était bien rodé. Il y avait de la place dans les rues. Franchement, moi j'ai passé une excellente semaine. Et toute l'année, on entend aussi des médias qui tapent un peu sur l'UTMB. Et franchement, moi j'ai vécu une super semaine dans le Chablais. Donc, c'est cool. Louis, je crois que tu avais aussi un petit coup de cœur. Moi, mon coup de cœur cette année, il est pour Arthur Jobouillon, parce qu'on en parle peu, mais c'est encore un top 10 pour Arthur. Ça fait 3 ans qu'il a fait 7, 9, 6 cette année. C'est quand même ultra solide. Il y a peu de coureurs qui sont aussi consistants 3 années de suite sur l'UTMB. Et pour la petite anecdote, 2 anecdotes. La première, c'est que il a fait toute la descente de Courmayeur. Pour ceux qui la connaissent, elle est très raide. Il a fait toute cette descente sans frontale parce qu'il avait plus de piles et plus de batterie. Et à ce moment-là, dans cette descente, il est tombé sur le dos. Il s'est fait une énorme entaille dans le dos. Il est arrivé à Courmayeur. Je sais pas si vous avez vu sur les images en sang. Et il a fait toute la course. Sa copine lui a dit non, c'est rien, mais il était vraiment en sang. Il lui a dit ça pour pas qu'il s'arrête. Mais ouais, grosse plaie tout le long de la course. Son t-shirt était tout rouge dans le dos. T'es en train d'encenser un coureur qui a couru blessé, non? Ouais, c'était des égratignures. Ouais, court, Oui. c'est solide, c'est solide. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, pour avoir couru avec lui fin juillet, il m'a longuement parlé de tout ce qu'il mettait en place en termes de préparation mentale.
Et je pense que c'est vraiment un coureur qui fait la diff sur ce côté prépa mental, parce que pour l'avoir vu du coup à Champey où il était vraiment dans le dur, personnellement il m'a vraiment impressionné sur sa capacité à juste se mettre dans sa bulle et à accepter la douleur et à avancer coûte que coûte quoi. Donc c'est vraiment plutôt ce côté mental d'Arthur Jaubion qui moi m'a impressionné. Alex, je crois que tu avais un petit coup de cœur à nous partager pour conclure. Bah, j'ai juste deux petits coups de gueule qui vont être rapides. C'est le contrôle, on en a parlé du matériel obligatoire en haut de la flégère, en haut de la dernière bosse. Après plus de 19 heures de course, on se retrouve à se faire contrôler et être dans un imbroglio total sur une règle qui, selon moi, n'a aucun sens. La règle d'avoir un contenant de 2 litres sur soi. Enfin, ça n'a aucun sens puisqu'on sait très bien que devant, il y a aucun athlète élite qui a 2 litres sur soi en permanence. Donc, de mettre une règle en imposant ça et en mettant une pression sur les athlètes sur le fait qu'ils doivent toujours avoir 4 flasques ou alors un contenant en plus pour pouvoir avoir ces 2 litres, je trouve que ça n'a aucun sens, mais ça rejoint toute l'histoire autour du matos obligatoire qui est gargantuesque sur l'UTMB. Donc j'espère qu'un jour ils vont comprendre qu'il faut réduire cette liste. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un résumé de la course de l'UTMB sur la chaîne L'équipe, la chaîne YouTube. Le résumé est à chier complet. C'est inintéressant au possible. Je trouve ça fou qu'une chaîne comme L'équipe, avec les dispositifs qu'ils mettent en place, puisse proposer un résumé comme ça. Et ce qui est le plus fou, c'est que à la fin de la vidéo, on voit les 3 premiers garçons arriver. Fin de la vidéo, il y a aucune image sur la course féminine. C'est hallucinant. Donc voilà, L'équipe, bravo à vous. Et puis Et c'était pareil pendant le live. Ils ont non, coupé à des moments clés pour mettre le Martin Fourcade Nordic Festival mais- qui avait rien des qualifs du Martin Ouais. Fourcade Nordic Festival qui était pas tant intéressant. allez jeter un œil à la vidéo Donc, et allez mettre des gros dislikes. Enfin, c'est juste hallucinant, hallucinant quoi. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Alex parce que ça c'était un des enjeux un petit peu et des discussions actuellement qui y a entre les coureurs élites et notamment les élites féminines et l'UTMB, c'est-à-dire de savoir s'il faut séparer un peu les courses féminines et masculines pour justement que les femmes aient un peu plus de visibilité parce que malheureusement elles arrivent malgré des énormes performances de Katy Scheid au milieu des hommes et que du coup c'est un peu moins visible mais il y a rien d'arrêté parce qu'il y a plein de pour et de contre et c'est vraiment pas simple non plus de lancer les filles toutes seules, elles ont pas forcément envie d'être toutes seules 4-5 heures devant les hommes. Donc aujourd'hui c'est la grosse discussion un petit peu sur le plateau, on va dire de l'année fin d'année 2024, début d'année 2025 pour savoir quel choix sera fait pour l'UTMB 2025 sur ce point-là. Je pense que c'est une très belle réflexion pour conclure ce podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et puis, on rappelle, n'hésitez pas à faire un petit don pour soutenir notre travail sur le Kiss Kiss Bank Bank. Et puis aussi, le petit commentaire et la petite revue sur votre plateforme d'écoute. On se dit désormais à la prochaine. Ciao, ciao!